Bien, notre troisième présentation. Enfin, le titre est un peu différent. Euh, Travail et accouchement de femmes porteuses de l'hémophilie. Et donc, nous allons entendre la docteure Catherine Tafière et le docteur Mihir Bhatt. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Catherine en premier. Ah, la voici. Bonjour. Oui, c'est moi qui va parler la première. Donc, avant de parler des bébés, on va parler de l'accouchement. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur pour moi de faire cette présentation aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, oui, on la voit très bien. OK, super. Alors aujourd'hui, je vous parle d'accouchement et de travail des femmes souffrant de troubles de la coagulation, le point de vue d'une obstétricienne. C'est ce que je vais faire au cours des 12 prochaines minutes en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle. Donc, je suis désolée pour toutes les erreurs que je vais faire. Alors, les objectifs, parler de stratégies de prévention de l'hémorragie. Chez ces femmes, on va parler de l'identification précoce des hémorragies postpartum et de stratégies de traitement. Et le docteur Watt va vous parler de la situation des nouveau-nés. C'est normal de saigner au moment de l'accouchement. Pour chaque femme, le corps se prépare à cela, à ce défi de l'accouchement. Donc, il y a de l'hypercoagulabilité qui apparaît chez ces femmes qui sont en travail, qui accouchent. Donc, augmentation des facteurs 7, 8, 9, 7, 8, 10 et 12. Moins de protéines S, plus de PAI1, plus de VWF. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de l'accouchement. Malheureusement, les hémorragies postpartum est la principale cause de mortalité maternelle dans le monde. Dans les pays industrialisés comme le Canada, ce n'est pas la première cause, mais c'est quand même assez prévalent. Au Canada, selon les dernières années de statistiques 2010-2011, bon, ça remonte à un petit moment, le taux de mortalité maternelle était de 6,1 sur 100 000 accouchements. Hémorragie postpartum, c'est la troisième cause de mortalité maternelle, 1,6 décès de femmes sur 100 000 accouchements. Donc, 39 femmes sont décédées de cette cause en 2010-2011, ce qui est trop. La morbidité est importante. Si on pense de anémie postpartum, hystérectomie, transfusion, voilà pourquoi on veut prévenir ces hémorragies le plus possible. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont décrits pour les hémorragies postpartum. Le fait d'accoucher de plusieurs bébés et on sait que l'anémie et les troubles de la coagulation sont des facteurs de risque en tant que tels d'hémorragie postpartum. Et c'est de cela dont je vous parle aujourd'hui. Identification précoce de facteurs de risque. Donc, les interventions pour réduire ces hémorragies, parce qu'on peut faire des interventions pour réduire l'impact de l'hémorragie lorsque cela est possible. Alors, les femmes qui souffrent de troubles de la coagulation, on sait qu'il y a plus de risques d'hémorragie postpartum légère et sévère dans les 24 heures suivant l'accouchement ou plus tard, entre 24 heures et 30 jours suivant l'accouchement. La plupart des études ont étudié des populations de femmes souffrant de maladie de von Willebrand type 1, c'est la forme la plus fréquente, et on a des incidences d'hémorragie postpartum qui va de 5 à 44 comparativement à 4 à 5 dans la population générale. L'étude a démontré à quoi ressemble cette augmentation. On parle plutôt de 1,5 fois plus fréquent que dans la population générale. Le risque accru est plus prononcé en cas d'hémorragie retardée, donc qui est tardive. Donc, cela touche de 12 à 25 des femmes avec la maladie de von Willebrand, donc comparativement à 1 de la population générale. Les transfusions sont 5 fois plus fréquentes. On connaît aussi qu'environ 80 des femmes ayant la maladie de VW type 1 atteindront des niveaux de facteurs normaux pendant la grossesse. Mais il y a des preuves plus récentes qui ont démontré que les femmes présentant des niveaux plus bas entre 50 et 100 UDL pourraient présenter des risques d'hémorragie postpartum.
Alors, il faut garder l'œil sur ces cas. L'anémie, comme je l'ai dit, est également un facteur de risque d'hémorragie postpartum. Et nous savons que les femmes qui souffrent de troubles de la coagulation sont à plus fort risque d'anémie et de carence en fer pendant la grossesse à cause des menstruations abondantes entre les grossesses. Comme pour tout autre patient, on devrait faire un dépistage pour l'anémie et la carence en fer au début de la grossesse et au milieu de la grossesse. On devrait traiter ces deux conditions de façon très agressive, même la carence en fer, même s'il n'y a pas d'anémie, et on devrait faire un suivi régulièrement. Et on peut à ce moment-là prévenir l'anémie à la naissance pour prévenir les hémorragies postpartum, pour prévenir aussi l'anémie sévère postpartum et les transfusions. Et l'anémie sévère postpartum est associée à la dépression postpartum, difficulté d'allaitement et mauvaise qualité de vie. Donc, on peut améliorer tous ces aspects lorsque nous prévenons l'anémie. En même temps, on fait des contrôle pour l'anémie chez les femmes souffrant de troubles de coagulation. Donc, il faut regarder les profils de coagulation au début de la grossesse pour voir quel est le niveau de base, mais à 32 semaines pour évaluer l'impact de la grossesse sur le profil de coagulation de la patiente. On devrait aussi faire un dépistage, par exemple, pour s'assurer s'il y a besoin de transfusion. Tout cela va nous permettre de planifier l'accouchement. En tout temps, si il y a saignement pendant l'accouchement, il faut le contrôler dans la mesure du possible avec un traitement spécifique. Donc, avec tous ces renseignements, nous pourrons travailler avec toute l'équipe multidisciplinaire, les hématologistes, les pédiatres, les anesthésiologistes, les gynécologistes, tous les professionnels de laboratoire pour assurer la sécurité de la grossesse dans la mesure du possible. Puis, on peut préparer un plan d'accouchement pour réduire les risques d'hémorragie de la maman et du nouveau-né. Alors, on le fait dans les semaines suivant l'accouchement parce que c'est très difficile de planifier le moment exact de l'accouchement. Et on recommande aussi quel devrait être l'endroit idéal pour l'accouchement. Cela est décidé par toute l'équipe multidisciplinaire. Ensuite, on regarde quels sont les modes d'accouchement qui permettraient d'assurer l'accouchement le plus sécuritaire possible pour la mère et le bébé. Le traitement recommandé, s'il y a hémorragie postpartum, l'anesthésiologiste va nous présenter ses considérations et on doit aussi assurer les meilleurs soins au nouveau-né. Et ce plan d'accouchement est inclus dans le dossier et est envoyé à la salle d'accouchement et même la femme reçoit une copie. Si jamais il y a une urgence, elle peut présenter ce plan à un autre hôpital. Alors, quelle préparation hémostatique est choisie? C'est basé sur le diagnostic spécifique et sur les niveaux de facteurs au troisième trimestre comparativement au seuil hémostatique. Mais on doit aussi prendre en considération les risques de saignement s'il y a d'autres facteurs de risque d'hémorragie. Et on doit également regarder le mode d'accouchement et l'anamnèse personnelle et familiale. On peut utiliser l'acide tranexamique comme traitement adjuvant parce qu'il a été démontré qu'il s'agit là d'un bon traitement pour la prévention et le traitement d'un saignement normal lors d'un accouchement. Les effets secondaires sont rares et c'est tout à fait sécuritaire par rapport à l'allaitement. Contre-indications ne sont pas très fréquentes. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise bien souvent pour prévenir des saignements normaux. Et on peut également, pour certaines patients, utiliser le DDAVP pour augmenter la production de plasma des facteurs von Willebrand et facteur 8. Donc, c'est utile dans certains cas, entre autres les porteuses d'hémophilie A, mais aussi ça peut être intéressant pour d'autres types de patientes. Idéalement, on l'utilise lorsque la femme a testé positif des DAVP, mais on ne fait pas ces tests pendant la grossesse. Les effets secondaires sont surtout reliés à un problème d'hypotension potentielle. Voilà pourquoi, à notre centre, on décide de donner cela pendant le travail de façon très lente, en intraveineuse et aussi de façon sous-cutanée. Mais dès que la femme est stable, on le fait, mais d'autres centres préfèrent administrer après le clamping pour éviter les effets secondaires potentiels chez les nouveau-nés. Lorsqu'on observe ces situations,
on voit que ce médicament est tout à fait sécuritaire pendant la grossesse et l'allaitement. Voilà pourquoi c'est un bon choix pour certaines patientes. Les concentrés de facteurs, c'est également un traitement intraveineux qui peut être utilisé pour le traitement ou la prophylaxie de tout type de saignement anormal s'il y a une carence de facteurs documentés en recombinant si c'est disponible ou dérivés plasmatiques. C'est probablement sécuritaire pendant la grossesse, mais on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Voilà pourquoi c'est en catégorie C, mais ça devrait être sécuritaire. Et d'autres traitements peuvent être considérés au cas par cas en cas de maladie de coagulation rare. Lorsque la femme arrive pour son accouchement, il y a toutes sortes de méthodes de prévention qui existent. On a un plan d'accouchement avec des méthodes de prévention, mais il ne faut pas oublier pour ces femmes d'appliquer les recommandations habituelles pour la prévention d'hémorragie postpartum, c'est-à-dire la prise en charge active des différentes étapes de l'accouchement, l'oxytocine, toutes sortes d'interventions qui peuvent réduire le risque d'hémorragie postpartum. Il faut reconnaître de façon précoce le saignement normal. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est important. Il faut réussir à reconnaître ces saignements. C'est plus facile dans les cas de saignements graves, actifs, aigus, mais pour les femmes qui souffrent de troubles de coagulation, s'il y a saignement anormal, bien sûr, il y a des recommandations spécifiques, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut appliquer les recommandations générales de diagnostic et de traitement pour reconnaître, comme pour toute autre femme, ce qui peut survenir, rétention placentaire, périnatalité. Donc, tout ce qu'on peut traiter spécifiquement sans nécessairement considérer les troubles de la coagulation. On peut utiliser l'acide tranexamique si ça n'a pas été fait plus tôt pour réduire le saignement et réduire les complications liées à l'hémorragie postpartum. Donc, on devrait utiliser dès qu'on sait qu'il y a un saignement anormal. En cas malheureusement d'hémorragie massive, c'est-à-dire saignement de plus de 30 du volume de sang en moins de 3 heures, on devrait initier, comme pour tout autre patient, un protocole de transfusion massive. Il a été démontré que cela diminue la mortalité maternelle et la morbidité maternelle, ce qui peut mener donc à des interventions rapides multidisciplinaires qui peuvent nous aider à offrir le traitement le meilleur et le plus rapide. Et pour les femmes qui souffrent de troubles de coagulation, ces traitements spécifiques peuvent contribuer au succès du traitement. Mais n'oublions pas que ça ne va pas fonctionner si administré sans les autres modalités. Donc, par exemple, une femme qui souffre de la maladie de Van Willebrand, si on pense seulement au remplacement du facteur qui manque, eh bien, il ne faut pas oublier tous les autres éléments. Il ne faut pas se concentrer sur les arbres et oublier de voir la forêt pour assurer le traitement le plus optimal possible. Et hémorragie postpartum tardive, c'est assez prévalent dans cette population. On en a parlé un peu plus tôt. C'est à cause du profil de coagulation. Le niveau de coagulation va retourner au niveau pré-grossesse à moins de 3 semaines après l'accouchement. Donc, les risques sont vraiment associés à cette population. Donc, dans ces cas, il faut bien éduquer la patiente, leur indiquer comment reconnaître l'hémorragie, agir rapidement et traitement, prévention, bien sûr, seront personnalisés. Acide tranexamique régulièrement pendant quelques jours ou quelques semaines après la naissance en ordonnance, au cas où c'est nécessaire. Thérapie de remplacement, ça peut être considéré pour certaines femmes. Et les contraceptifs oraux peuvent aussi être administrés, mais ça peut diminuer la production de lait chez les femmes qui souhaitent allaiter. Et il faut bien sûr faire remonter les niveaux de fer. C'est très important. Donc, je sais que c'était rapide, hein. Je pense que nous allons entendre le docteur Batt avant de passer à la période de questions, mais à ce moment-là, bien sûr, ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais vous parler du troisième objectif, la prévention et la prise en charge des saignements chez les nouveau-nés potentiellement atteints. C'est ce qu'on veut prévenir. Comme vous le voyez, l'incidence d'hémorragie intracrânienne chez les nouveau-nés avec trouble de la coagulation, c'est de 2 à 30 en fonction du type de trouble. Et
avec une déficience, ça peut aller jusqu'à 30. Le défi, c'est que chez 30 à 50 des femmes, ces femmes ne connaissent pas leur anamnèse personnelle ou familiale. Donc, c'est difficile dans ces situations-là de prévenir parce on n'a pas l'information. Mais pour la moitié des femmes, nous savons que celles-ci sont porteuses d'une condition qui peut être transmise au nouveau-né. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Un sondage a été mené en 2005 par le Dr Chalmers au Royaume-Uni et il a examiné les pratiques de travail d'accouchement et puis les soins aux nouveau-nés dans les centres de traitement de l'hémophilie. Ils ont des données provenant de 45 centres environ et à ce moment-là, seulement 16 ont indiqué avoir des protocoles écrits pour la prise en charge de ces nouveau-nés. Parmi ces centres, 41 d'entre eux employaient de façon routine l'échographie cérébrale pour les cas d'hémophilie grave, 38 dans des circonstances spécifiques et 21 lorsqu'il y a des signes cliniques de saignement. L'utilisation de prophylaxie primaire utilisée dans environ 20 de tous les cas d'hémophilie grave et point important, le risque de formation d'inhibiteurs avec exposition précoce aux facteurs, ça a été découvert à ce moment-là. Environ 50 des centres considéreraient des prophylaxies à court terme en cas d'accouchement prématuré ou traumatisant et de 30 à 66 ça va dépendre des carences en facteurs rares. Il y a beaucoup de variations quant à la prise en charge des nouveau-nés avec troubles de la coagulation au Royaume-Uni, du moins à l'époque de cette étude. Depuis, la recherche est poursuivie et on a différentes directives. Ça a commencé en 2006 et puis il y a eu un article en 2011 provenant du même groupe au Royaume-Uni et puis plus récemment en 2018, notre groupe canadien a publié un document sur la façon de prendre en charge les fœtus et les nouveau-nés hémophiles. L'aspect le plus important, c'est l'association avec les centres de traitement de l'hémophilie. C'est vraiment le point clé. Si la patiente vit proche d'un centre, le soin devrait être accordé à un centre de traitement d'hémophilie. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait une association avec un centre et des discussions avec le centre de traitement. Et il est très important d'avoir une politique écrite de la gestion des porteuses d'hémophilie enceinte et des nouveau-nés. Maintenant, en ce qui a trait au test prénatal et au counseling, lorsque on sait que la future mère est porteuse, on peut offrir un counseling génétique pour voir si cette femme aimerait être testée, si son statut n'est pas bien connu. Si elle choisit d'être testée, on saura bien sûr si elle est porteuse ou pas. Si elle est porteuse connue, à ce moment-là, on peut discuter des tests, soit par rapport au sexe du bébé ou le statut génétique du bébé. Et voici certaines options à cet égard. En ce qui a trait à l'IVF, FIV, on peut avoir donc un diagnostic génétique pré-implantation. Il y a d'autres méthodes telles que la myosynthèse après le début de la grossesse. Planification prénatale. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la femme soit en contact avec un centre de traitement d'hémophilie et il faut qu'il y ait toute une équipe multidisciplinaire, comme on l'a mentionné plus tôt, et il faut un plan écrit, préparé et remis aux soignants ainsi qu'aux parents. Et ce plan devrait inclure les soins obstétriques pour la mère, la méthode d'accouchement et les soins postnataux immédiats du nouveau-né. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse à la question du mode d'accouchement. La césarienne peut sembler protéger contre le risque d'hémorragie intracérébrale des nouveau-nés. C'est la recommandation provenant des études initiales des années 90 et début des années 2000, surtout aux États-Unis. Cependant, il y a eu par la suite d'autres études importantes au Royaume-Uni. Notre groupe récemment a entrepris une méta-analyse et un examen systématique et nous avons pu démontrer que les risques d'hémorragie intracrânienne liés aux césariennes
c'était la même chose que pour les accouchements assistés ou spontanés vaginaux. Cependant, les accouchements vaginaux devraient être recommandés seulement dans les situations où le risque d'utilisation de l'aide comme des forceps est faible, parce que ce qu'on sait, bien sûr, c'est que l'accouchement vaginal assisté présente plus de risques d'hémorragie chez les nouveau-nés comparativement à un accouchement spontané. Ayant discuté donc avec toute l'équipe et en fonction des facteurs de risque des mamans et des nouveau-nés, les futurs nouveau-nés, il faut voir si la césarienne est requise en cas de risque et quel est le risque d'accouchement assisté. Si ce risque est faible, à ce moment-là, l'accouchement vaginal devrait être recommandé. Et c'est ce que recommandent les directives de la Société canadienne des obstétriciens gynécologistes. Après la naissance, on fait des tests pour confirmer et cela peut se faire à l'aide d'un prélèvement de sang ombilical. Les niveaux de facteurs 8, et 9, pour les facteurs 8, les niveaux sont à des valeurs adultes dès la naissance, mais pour le facteur 9, il faut se baser sur l'âge, bien sûr. Les soins de routine pour le nouveau-né, il faut que cela soit planifié comme pour n'importe quel bébé, donc vitamine K, sous-cutanée, par exemple, avec un nouveau-né qui souffre d'un trouble de coagulation, mais on doit utiliser la plus petite aiguille possible et appliquer une pression appropriée pendant 5 à 10 minutes. Et quand on dit 5 minutes, c'est très, très long, hein, parce qu'on applique la pression 30 secondes, ça semble être 10 minutes. Ou on peut utiliser la vitamine K par voie orale, selon la situation. Et s'il faut faire une ponction veineuse, on doit utiliser l'aiguille du plus petit calibre possible. Maintenant, saignement et neuroimagerie. Si on soupçonne le saignement, bien sûr, comme pour n'importe quel enfant, on doit utiliser les approches optimales. Et au niveau de l'imagerie, échographie cérébrale, c'est ce qui est le plus rapide, sinon un CT ou un IRM, préférablement dans le cas d'hémorragie potentielle. La prise en charge du saignement, on doit utiliser le concentré de facteurs le plus rapidement possible. Il n'y a pas de critères spécifiques par rapport à la prophylaxie ou à la thérapie empirique, mais si un nouveau-né est diagnostiqué par rapport à un saignement ou une hémorragie intracrânienne, on doit administrer le concentrat avec les podologies, les posologies associées au type de facteur, bien sûr. Maintenant, si nous parlons de facteurs de remplacement, il faut que ce soit fait immédiatement et lorsque la naissance est imminente, tous ces produits doivent être disponibles sur les sites et compte tenu d'un risque de la formation d'inhibiteurs à ce jeune âge, les inhibiteurs devraient être contrôlés très, très fréquemment au sein de cette population. Il n'y a pas de bonnes preuves pour nous guider dans les dépistages, mais nous savons que la plupart des nouveau-nés vont avoir une échographie transcrânienne tout d'abord et on devrait aussi prendre un ultrason là où il y a des risques particuliers à l'accouchement, surtout quand nous craignons pour l'hémorragie intracrânienne. Le traitement des saignements dans ce groupe d'âge, vous savez que, Amy est là et nous avons eu des épisodes de traitement de emicizumab pour une prophylaxie secondaire et le traitement pour des bébés aussi jeunes que 7 jours. Il y a eu un rapport aussi de Jane Mason et Dai Young où ils l'ont utilisé pour à la fois arrêter les saignements, mais aussi la prophylaxie pour les bébés de 5 semaines. Aussi, pour ce qui est d'une analyse intérimaire, on a une étude de 24 bébés et
44 qui ont été traités avec mécizumab ont eu des effets positifs. On a, on n'a pas observé d'hémorragie intracrânienne ou de d'articulation, de saignement dans les articulations de ces 54 patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux pour ces présentations. Je pense que Dr. Taillefer, qui est en ligne, va prendre quelques questions. Je vois que quelqu'un s'en vient. Deux personnes s'en viennent. Attachez votre ceinture. Shannon. J'ai une question pour vous deux. Nous faisons beaucoup de préparation à la fois avec les femmes enceintes et bon, les docteurs euh, on a beaucoup de questions quant au mode d'anesthésie et cela influence nos conversations dans ce chaos que vivent les femmes avant et après l'accouchement. Est-ce que vous avez des conseils quant à la façon dont on peut impliquer nos collègues anesthésiologues et aussi, tout en ayant une pensée pour les besoins des clients? Est-ce que vous voulez y aller, Catherine? Oui. Une des bonnes forces de notre équipe, c'est que nous avons un ou deux anesthésiologues dans le groupe des maladies féminines qui discutent aussi avec les patients. Et un des avantages de faire des tests hémostatiques précoces, c'est qu'on peut vraiment identifier les femmes qui euh, pourraient ne pas avoir accès à l'anesthésie phrygiale. Et très tôt dans la euh, grossesse, on peut commencer à avoir cette conversation qu'on ne pourrait peut-être pas les anesthésier de cette façon et les préparer à des méthodes alternatives comme l'hypnose, l'acupuncture, la médecine naturelle, etc. Ce sont des options qui sont aussi disponibles et aussi on s'arrange pour qu'elles puissent rencontrer les anesthésiologues assez tôt. Donc, même si elles n'ont pas accès à l'anesthésie, peut-être qu'ils peuvent examiner d'autres options comme la pompe à fentanyl ou autres. Et c'est vraiment aidant d'avoir ces conversations assez tôt dans la grossesse pour ne pas qu'elles aient lieu pendant cette période très stressante, très chaotique de l'accouchement. Donc voilà, c'est comme ça que les anesthésiologues peuvent nous aider. Oh, nous avons une autre question. J'ai une question très rapide et peut-être que je ne l'ai pas vue dans votre présentation. Si une personne euh, a, reçoit du facteur pendant son accouchement, est-ce que ceci peut aider? Est-ce que vous parlez de DDAVP facteur? Elle demande si le facteur 8 traverse le placenta et comment c'est reçu par le fœtus. Je vais poser cette question à mon collègue. Je dirais que oui.